Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires, La Joie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour vos projets résidentiels, commerciaux, industriels, institutionnels, n'hésitez pas à les appeler pour avoir des spécifications en plomberie, ainsi que Watts et Delta, qui sont des manufacturiers représentés par La Joie, qui représentent des drains et de la robinetterie. J'aimerais aussi remercier Bugatti, qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos clients. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Benoît Lawler de Galion. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Benoît, bienvenue au podcast. Salut Bruno, merci de l'invitation. Ben merci à toi d'avoir accepté puis de prendre le temps. Là. Je sais que en arrivant, je te croise dans le corridor, tu es au téléphone. Fait que je sais que tu es un gars occupé 1001 fonctions. Fait que Benoît Lawler de Galion. Mais t'as quel âge? Tu viens de où? Moi, je suis né sur l'île de Montréal, donc je me plais à dire que je suis un insulaire. Je suis né sur mon île et je vais mourir sur mon île, mais quoique, bon, j'aime beaucoup voyager. J'ai 54 ans. Je suis né en 1967, l'année de l'Expo. Oh. Puis, c'est ça. J'ai habité à Montréal toute ma vie. C'est une ville que j'ai à cœur. C'est une ville que j'aime beaucoup, qui a plein de richesses, qui n'a rien à envier aux grandes villes du monde. Puis comme je dis à mes enfants, souvent, il y a un paquet de monde qui viennent à Montréal en tourisme, fait qu'il doit y avoir de l'intérêt quand même. Ouais, ben, tu sais, tantôt, avant le podcast, on parlait de l'architecture des bâtiments, là. Tout le monde qui vient à Montréal me dit, j'ai des amis français, on a des manufacturiers danois, européens qui viennent, puis à toutes les fois, ils me disent hey, on peut-tu aller dans le Vieux-Port, on peut-tu aller dans le Vieux-Montréal voir l'architecture? Puis bien souvent, quand tu es dans un quartier, on se rend pas compte de comment que ça peut être beau, mais quand tu prends 2 secondes juste, des bâtisses qu'on passe devant en auto parce qu'on est pressé, on n'a pas le temps. Mais quand tu prends 2 secondes pour le voir, autant de jour que de soir, moi j'aime bien de soir parce que l'éclairage donne un autre aspect à tous ces bâtiments. Là. C'est vraiment écœurant. Montréal, si on parle du patrimoine, on pense à la ville de Québec comme une ville patrimoniale avec une architecture typique de cette époque-là. Montréal, c'est plus humble, je dirais, puis ça n'a rien à comparer avec des grandes villes européennes. Il y a comme un rappel de l'avenue des Européens ici, mais Montréal, je trouve, c'est une ville qui se vit aussi. Donc, c'est joli, un peu, parfois dans sa laideur, un peu comme New York ou même Los Angeles. C'est des grandes villes qui, dans le détail, ça peut être très laid, mais ensemble, ça devient beau. Puis, je pense que les Montréalais ajoutent aussi, on est très curieux, on est très ouvert, la gastronomie, l'art, tout est mélangé à Montréal. Puis c'est ce qui fait, je pense, que c'est une ville exceptionnelle, en tout cas où il fait bon vivre, en tout cas. Donc, même pendant la pandémie, moi, je suis resté à Montréal. J'ai eu l'appel de la forêt aussi, comme tout le monde, mais j'ai bien aimé rester à Montréal. Montréal vide, c'est pas pire aussi. Oui, bien, on parlait l'autre fois de comment que le centre-ville était, durant la pandémie. On se promenait en ville... il y a eu comme une courte période là, où on pouvait, 3 semaines de temps, là, entre 2 vagues, qu'on pouvait aller manger au restaurant. Là. Puis aller dans le Vieux-Port, je me suis stationné, je pense, sur
10 restaurants, il y en avait un d'ouvert. On a été manger, puis après ça, on s'est juste promené, mais aucune voiture, très peu de gens dans les rues, puis tu sais, super beau soleil. C'est un autre aspect, puis moi, j'adore Montréal. Autant avec les festivals, parce qu'il y a beaucoup de gens que juste de se promener puis voir un peu les nouveaux développements ou voir, on en parlait un petit peu, de reprendre des bâtiments puis tous les changements de vocation. Puis là, on va en avoir beaucoup au centre-ville. Oui, mais il y a un effort qui était peut-être moins là avant d'accorder à l'architecture, c'est de revenir un peu à la notion que l'architecture, c'est un investissement. C'est pas juste un luxe que tu te payes. Puis, il y a eu plusieurs grandes discussions au fil des années sur les bienfaits de l'architecture, de l'harmonie, la beauté. Là, avec le REM du centre-ville, tout ce débat sur défigurer le centre-ville, etc., c'est revenu encore plus fort, mais c'est un fait que quand on va dans une ville, en général, on va aller visiter des bâtiments qui ont une architecture particulière. Le Stade olympique, c'en est un à Montréal, la Place Ville-Marie. Il y a plusieurs immeubles. Dans le Vieux-Montréal, il y en a plusieurs aussi, mais un peu partout, il y a des jalons dans une ville que les gens vont aller visiter. Ils vont aller dans les lobbies d'un hôtel. Ils vont aller voir de l'architecture. C'est gratuit, puis c'est beau, puis ça attire le tourisme. Ça, c'est le volet investissement de l'architecture, plutôt que d'avoir des bâtiments anonymes, des tours de condos anonymes. Brunes. Oui, des boîtes à beurre avec des petits trous pour la lumière. Ça, il y en a eu beaucoup. Puis là, je pense que l'architecture est redevenue plus importante. Je pense que les investisseurs, tu es en compétition avec la tour d'à côté, donc comment tu te différencies? Ben c'est la forme de ton édifice, la qualité des matériaux. Les gens recherchent ça et apprécient être dans un lieu de qualité. Alors qu'avant, ben on se concentrait beaucoup plus sur les fonctionnalités. Est-ce que ça fait la job? Ouais. De m'abriller, puis donc c'est de m'abriter. Fait que ça, je suis très heureux parce que je suis un amoureux d'architecture. J'aime beaucoup, c'est justement quand on se promène dans les rues, puis que on est bien. Qu'est-ce qui fait qu'on est bien? Ben c'est l'environnement qui nous entoure. Fait que c'est à la base, c'est de l'architecture. Oui, puis c'est le souci de l'architecture. On a eu une vague au Québec qu'on devait construire. Les investisseurs cherchaient à investir pour une rentabilité. On se cachera rien. Là. Ça coûte moins cher à construire, puis tu loues au même prix, ben, éventuellement, ton retour sur investissement va être là plus rapide. Mais je me rends compte aujourd'hui que le prix, combien ça coûte louer versus comment que les gens sont confortables, ce que ça va donner de la plus-value. Tu sais, j'avais cette discussion-là avec un architecte concernant les bâtiments LEED, puis il y a une grosse vague où tout le monde voulait du LEED parce que c'était à la mode, mais là, il y a vraiment des entreprises qui recherchent, on veut un bâtiment LEED bien construit. Qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est quoi le thinking? Tu sais, j'ai-tu des racks à vélo? Puis là, tout le monde, on va mettre un rack à vélo, mais ceux qui ont... Non, on va se mettre un prime spot où les vélos, puis tu peux aller, puis surtout en ville, c'est comme rendu un primordial. Là, tout le monde se promène en vélo. C'est pour ça que je parlais d'investissement par rapport à l'architecture. Puis il y a des certifications qui vont plus loin. On pense aux certifications WELL, entre autres, où est-ce qu'on parle de bien-être. Là, on est plus dans comment l'usager se sent. Puis ça, ben comment il se sent, c'est très large, puis c'est plein de zones grises, puis c'est très personnel ultimement. Fait que ça ratisse large. Puis je pense que j'espère que c'est là pour évoluer encore plus loin, parce que c'est ce qu'on a vécu pendant la pandémie. C'est de se retrouver dans un environnement, puis beaucoup de gens, finalement, se sont retrouvés dans un environnement où ils ne se sentaient pas bien. Ça a fait en sorte qu'ils sont sortis de la ville, ils sont allés chercher ailleurs ce qu'il n'y avait pas chez eux.
Mais je pense que c'est possible d'avoir quelque chose qui est très bien en ville. Puis pour moi, je reviens à l'architecture. Effectivement, quand on le voyait à l'époque comme un luxe, la rentabilité, c'était difficile de la vendre. Parce que c'est pas le payback est difficile à évaluer. Mais c'est qualitatif. C'est pas comme la consommation énergétique ou le coût d'opération ou que ça, tu es quand même capable d'avoir des stratégies qui vont te permettre de... Ça vient un peu en conflit avec ça. Ça vient diminuer ta rentabilité pour à bien des aspects comptables. Là. Mais quand tu te mets à regarder ça sur le plus long terme, ben là, tout d'un coup, tu te rends compte que les édifices dont tu te rappelles, ceux qui sont les plus prisés, ceux qui peuvent potentiellement vendre ou louer plus cher, ben c'est ceux qui ont une qualité qui en tient compte de cet aspect-là. Le confort, mais le confort au sens large du terme. Pas juste le confort de la température ou l'apport de lumière, les couleurs, la qualité des matériaux, la grandeur, la morphologie des espaces. Ça, c'est des choses qui sont importantes maintenant, puis ça attire les gens. Tu vas dans les restaurants, c'est l'ambiance, c'est plein de choses, ce qui fait que les restaurants sont pleins. Donc, c'est une manière aussi différente de développer puis de réfléchir les lieux qui doivent être habités, puis le rôle du propriétaire aussi là-dedans. Oh, oui, non, c'est ça. C'est tout un thinking complètement différent. Mais première fois que mon introduction, on part comme ça, mais t'es mon premier intrapreneur, parce que normalement, tu sais, je reçois souvent beaucoup d'entrepreneurs en construction, mais là, moi, je te considère un entrepreneur parce qu'on va en parler dans ton parcours, mais pour moi, tu sais, t'as été entrepreneur. Pour moi, t'es l'intrapreneur, le profil parfait de qu'est-ce qu'un intrapreneur à l'intérieur de l'entreprise. Puis c'est pour ça que je suis super content que tu sois là parce que on a un profil similaire, on en parlait. On a fait les choses différemment. Bon, t'as quelques années de plus que moi, 2, je pense. Non, mais on a quelques années, Benoît. Mais l'idée, c'est qu'on a fait... on a fait des profils un peu, tu sais, d'un touche-à-tout dans ça. Puis, tu sais, quand Peter m'a parlé de toi, je me dit, hey, ça, c'est clair que si Benoît il veut venir, il est le bienvenu. Tu me disais que tu as habité à Montréal tout le long. Comment que ça s'est passé? Tes parents faisaient quoi dans la vie? Moi, ma famille, mes parents, ma mère est toujours vivante. Elle était psychologue. OK. Mon père est décédé juste avant la pandémie. Il était dentiste. Et puis, il enseignait aussi à l'Université de Montréal en art dentaire. Et donc, puis j'ai grandi dans un milieu assez plutôt sciences humaines que sciences appliquées. Une famille de professeurs d'université, de avocats, psychologues, médecins. Le profil un peu déclin de l'Empire américain, où est-ce que tu as tous ces intellectuels qui parlent, puis moi, je suis dans le coin, puis j'écoute. Fait que j'ai grandi, moi, dans ce contexte-là. Puis, je me prédestinais pas nécessairement... c'est quoi un ingénieur? Il y a encore plein de monde qui se demande c'est quoi. Je me prédestinais pas à ça. Il y avait personne dans mon milieu qui était ingénieur, qui pourrait même me montrer le chemin. Mais quand je suis rentré à l'université, j'ai suivi un peu les recommandations de mes parents. Ils disent, fais-toi un bon papier, trouve un bon papier, puis après ça, tu pourras faire ce que tu veux dans la vie. Fait que là, un bon papier... il y a quoi? Ingénieur.
Ça me semble être bon. Il pige. Ah, hey, c'est décidé, j'étais ingénieur. Oui, ben, il y a eu des croches, des détours pour en arriver là. À un moment donné, ma mère voulait trouvait ça bien le fun que le Collège militaire royal paye tes études. Elle trouvait le petit volet études payées était intéressant. Ben le fun. Fait que, il y a eu ça. On a parlé de génie là, mais finalement, à l'époque, je voulais aller en médecine. Ils ne payaient pas les cours de médecine. Fait que là, ça a viré finalement que je suis allé à Polytechnique en génie. Puis, sans trop savoir, honnêtement, dans quoi je m'embarquais. Mais bon, j'ai toujours été bon en maths, j'ai toujours été un bon élève, là. Donc, bon, c'était pour moi clair que j'allais à l'université. Aller en génie, bon, c'était pas pire qu'autre chose. Alors, même si c'était bon, là, parce que tu sais, dans les années, c'était quoi, 80... moi, je suis rentré à Polytechnique en 86. C'était quand même c'est quand même une profession reconnue à ce moment-là. Oui, le génie, c'est comme le droit, la médecine, c'est des professions qui sont, je pense, universellement acceptables, là, quand on parle de... Très acceptables. Je fais de l'esprit de bottine, mais dans le sens que je n'avais pas trop idée non plus qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis quand je vois aujourd'hui mes enfants aussi errer, moi à l'époque, j'ai embarqué dans un autobus sans savoir où il allait. J'étais disponible à faire ça, fait que j'ai embarqué. J'ai eu des questionnements en cours de route parce que c'est à un moment donné, tu te rends compte que, on n'est pas... Dans mon cas, je considère on n'est pas juste une chose. Donc, on est plein de choses. Puis, à cet âge-là, tu découvres que tu es intéressé par toutes sortes de choses. Dans mon cas, j'ai un tempérament aussi très curieux de toutes sortes de choses. Puis, d'écouter des gens parler de leur métier, de voir des gens le faire... là, tu as envie d'explorer ça, mais là, t'es un peu déchiré. T'es ramené vers là. J'ai eu même une remise en question à un moment donné, en plein milieu de mon bac, de dire, j'étais dans le club de photo, puis j'ai eu envie de voir un peu plus loin la photographie. Je suis allé dans le département de communication de l'Université de Montréal. Je me suis inscrit dans des cours du bac en communication. Il y a toutes sortes de monde complètement différents de mes collègues à Poly. Puis ça m'a... Je dis, OK, c'est le fun, mais bon, je fais quoi, là? Est-ce que je lâche Poly, je m'en vais là? Ou finalement, j'ai suivi les conseils d'un de mes oncles les plus sages, qui était en communication. Il m'a dit, Benoît, la communication, ça s'apprend pas, ça se fait. Fait que peu importe, tu la feras avec ton bac en génie. Puis ça m'a comme convaincu au moins terminer mon bac. Puis quand j'ai terminé mon bac en 90, c'était la crise économique. Il n'y avait rien de rien. Je croisais des gens qui conduisaient des taxis avec leur joint d'ingénieur. C'était pas une période très intéressante pour être ingénieur. Puis moi, par chance, justement par la filière photo, un collègue qui faisait beaucoup de photos, lui a décidé d'aller chez Hydro-Québec, puis il m'a donné le lead pour ce petit entrepreneur qui démarrait depuis février. On était en juin. Fait que j'ai embarqué pour cet entrepreneur général-là. J'avais aucune idée c'était quoi un entrepreneur général. J'avais fait mon bac en génie civil. J'avais appris toutes sortes d'affaires, mais rien de très pratico-pratique. C'était pas encore... l'ETS n'était pas encore... ou en tout cas, était sur le point de... Ça commençait dans ces années-là, mais c'était Polytechnique était une école de plus de théorie. Oui, c'est encore comme ça aujourd'hui. Là, toutes les universités en génie ont mis un peu d'eau dans leur vin. Ils ont vu qu'il y avait un besoin aussi de pratique, puis d'aller en industrie. Les stages n'étaient pas obligatoires. Non. Je crois que moi, j'ai fait de 2000, puis les stages n'étaient pas obligatoires. Puis à un moment donné, moi, j'avais dit, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler chez Molson tout le long de mes études. Puis là, j'avais des amis à l'ETS, qu'eux autres étaient comme, moi, c'est mon stage 2, moi, c'est mon stage 3. Puis là, j'étais comme,
ben, moi, je fais un stage, là, tu sais. Puis là, il est comme, ben, vous autres, vous avez combien de stages? Puis j'en avais parlé, justement, au programme de stage. Puis j'étais comme, oui, on s'en vient avec ça. Puis ma dernière année, ils ont mis des stages obligatoires. Ben, je pense que c'est une bonne chose. Il y a des pour, des contre. Je pense que l'équilibre est intéressant d'aller voir un peu pendant ton cours. À 18, 19, 20 ans, tu as encore un peu... Ben, tu te cherches. Oui, c'est pas clair non plus. Moi, à l'époque, il y avait une dizaine de génies aussi. Après un an de tronc commun, ils te demandent, bon, lequel des 10 tu veux faire? C'est pas évident. Moi, j'étais allé en génie civil parce qu'on me disait, ben, t'es le premier qui rentre sur un chantier, puis t'es le dernier qui sort, puis ça voyage. Je dis, bon, ça fait seems good. Pour moi, c'est ça. Mais encore une fois, versus le génie minier, industriel, bon, électrique, mécanique, informatique, encore une fois, c'est un leap of faith à un moment donné d'avancer, puis de dire, bon, on ajustera. Là. À un moment donné, il arrivera quelque chose, puis j'accumule de l'expérience. Mais Polytechnique est arrivé comme ça, puis je me suis retrouvé sur le marché du travail un peu comme ça, en crise économique, un entrepreneur qui démarrait, puis il m'a montré le métier en partant. Ben, c'est un entrepreneur qui commence, t'as les deux... Vous ne deviez pas être 140, là, fait que tes deux mains dans la pâte, tu fais un peu de tout, tu touches à tout. T'es autant dans le bureau, dans les achats, dans les bons de commande, puis sur le chantier, à gérer le chantier. Oui, puis rapidement, tu as des responsabilités parce que tu n'as pas le senior au-dessus de ton épaule dont c'est le rôle de te suivre. Là, ton rôle, c'est de donner du temps aux autres. Parce qu'ils n'en ont plus. Il n'y a plus personne qui a du temps, fait qu'ils t'engagent. Fait que ça a été une très bonne école. En plus, que c'était une période difficile, il n'y avait pas de marge d'erreur. Fait que c'est sûr qu'il y avait un volet stress, mais quand tu sors de l'école, il y a quelque chose, c'est encore un niveau d'inconscience. Je pense que mon boss, lui, il stressait pas mal plus que moi, je pouvais stresser. Quoique... Mais t'étais dans la poutine. Souvent, je dis, tu sais, une fois que t'es dans la forêt, là, tu sais, t'es dans la poutine, tu go with the flow, puis moi, je l'appelle, je pense que je dois en parler aux 3 podcasts, là, du chromosome innocent, t'es là, puis là, tu te rends pas compte de tout ce que tu fais, puis là tu sais, puis à un moment donné, quelques années plus tard, quelqu'un disait, toi, tu t'occupais de ça? Tu gérais ton chantier, tu as sorti de l'école, tu gérais un chantier. Ah ouais? Ça n'a pas d'allure, ça, ton affaire. Ouais, mais tu sais, quand tu es inconscient, tu le fais, puis tu penses que... Tu fais de ton mieux, tu sais, puis ultimement, c'est vrai qu'il y a un niveau d'inconscience qui est... je me rappelle, une des premières fois, c'était un petit bureau. À l'époque, il y avait notre salle de plan. Il y avait une salle de plan parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas encore d'armoire électronique. C'est ça. Fait que, puis, mon boss rentre puis il dit, ben regarde, il y a un sous-traitant à métaux ouvrés, va lui montrer les métaux ouvrés sur les plans. Moi, métaux ouvrés, je ne sais même pas ce que ça veut dire, métaux ouvrés. Même encore aujourd'hui. J'ai une meilleure idée aujourd'hui, mais il n'y a pas eu de formation avant métaux ouvrés. Le sous-traitant vient demain, puis voici. Non, c'est comme il est là. Je vais y montrer. Puis c'était le bon vieux italien, métaux ouvrés, typique. Il m'attendait, puis là, j'ouvre les plans, puis là, je commence à y montrer ce que je vois métal, là, cloison métallique. Puis là, tu sais, bon, les studs métalliques dans le gyps, puis que ça n'a rien à voir avec les métaux ouvrés, mais là, je montrais, puis là, je le voyais, il dit, attends, toi, t'es nouveau, toi, hein? Je dis, ouais, OK. Je vais te montrer, moi, c'est quoi les métaux ouvrés ici. Je vais te montrer dessus. mais ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu... oui, je suis ingénieur, mais j'ai toujours trouvé les métiers... j'ai toujours beaucoup appris des gens de métier parce que c'est des artisans. C'est eux qui sont aux prises avec des problèmes qu'ils doivent résoudre rapidement, d'une manière créative, tout ça. Puis
Puis, j'ai toujours été très, 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 très heureux qu'on m'explique. Puis quand les gens apprenaient que j'étais ingénieur, là, tout d'un coup, ils se refermaient comme si, bon, mais moi, j'ai jamais été... celui qui... Tu sais, moi, je suis ingénieur, je connais tout, au contraire. Oui, mais j'ai remarqué tantôt quand tu as parlé du ring, je fais partie de la catégorie de je mets pas mon jonc, je dois... Tous mes amis ingénieurs ont tous leur jonc, puis je suis content que t'es un des premiers que je rencontre qui met pas son jonc. Y a-t-il une raison particulière? Sûrement un peu à cause de... Ben écoute, c'est drôle parce que j'ai perdu 2 fois mon jonc dans ma vie. La première fois, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que le rapport aux gens changeait. Parce que quand tu as un jonc, tout de suite, c'est marqué ingénieur. Comme le dit souvent à la blague, je suis un ch'tain. Fait que puis là, ça m'a comme frappé que vraiment le rapport changeait sur les chantiers avec les gens quand j'avais pas mon jonc. La première fois que je l'ai perdu, je m'en étais recommandé un. Puis, je l'ai reperdu une 2e fois. Puis, je ne l'ai jamais réclamé après. J'ai toujours continué comme ça parce que autant je suis fier du parcours que j'ai fait pour arriver à être ingénieur, autant il y avait cette espèce d'aspect ça souligne ma profession, pas de la manière que je voudrais le souligner. Moi, je veux plus c'est qu'on reconnaisse de par ce que je fais et ce que je suis plutôt que parce que j'ai un jonc. Je trouve ça limitatif un peu comme... Ouais, bien... moi, je l'aimais pas principalement. Toute ma famille, mon père est entrepreneur électricien, mes frères, il y en a un qui est électricien, l'autre qui a fait 1001 métiers, designer d'intérieur. Il a travaillé de tout, puis je viens d'une famille d'ouvriers, c'est vraiment les mains dans la pâte. Mm-hmm. Puis, bizarrement, j'étais... Peut-être parce que j'étais le plus intellectuel du groupe, j'étais le temps lui qui avait moins les mains à la pâte. Tu te regardes ça aujourd'hui, j'ai construit des blocs appartements. Je suis sûrement lui qui... mon père m'a appelé ce matin en me disant « Hey, ça, comment tu ferais ça? » Fait que, aujourd'hui, les rôles ont changé, mais mon père m'avait dit t'as beau être ingénieur, oublie jamais que la personne, ça fait 25 ou 30 ans qui fait ce métier-là, peut-être connaît pas le technique autant que toi. Ça, peut-être, là. Par contre, il va t'expliquer plein d'autres façons que peut-être tu n'as pas vues. Puis, ces gens-là, pas parce que tu es ingénieur que tu es meilleur que les autres. Ton rôle et tes responsabilités sont différentes, mais quand tu commences dans n'importe quoi, tu vas apprendre. Puis, écoute ces gens-là. Puis, un moment donné, je me rendais compte, un peu comme toi en meeting, que la relation était pas la même. Fait que moi, j'arrivais comme chargé de projet, mais si je mettais mon jonc, j'étais ingénieur. Mm. Fait que là, le fait de ne pas l'avoir en meeting, les gens me parlaient, puis des fois, les gars de métier, les entrepreneurs, puis à un moment donné, je dis, on va le mettre. Je l'avais mis dans mon pot à crayon, puis c'est tout récemment que je l'ai retrouvé là, puis je fais, ouais. On l'a remis dans le pot à crayon, on met les crayons dedans, puis c'est parti. Tu sais, je regarde, moi, je suis sorti de l'école, puis je suis tout de suite tombé du côté exécution de projet, gestion de projet, qui est pas du tout la même chose que le génie conseil, où est-ce que tu viens pas valider des concepts et tu viens pas mettre ton sceau d'ingénieur sur une structure ou sur une pièce d'équipement ou sur une productivité, une performance d'un équipement. Tu es plus dans le chef d'orchestre, souvent, qui va mettre ensemble, qui va faire plus de un encadrement technique que mettre la main, effectivement, à la pâte. Les techniciens, des gens de métier, sont ceux qui ont travaillé leurs matériaux, leurs techniques longtemps, puis qui ont trouvé des manières que ça fonctionne. Après ça, le cadre technique, que ce soit les normes, que ce soit la fonctionnalité, etc., ben, tu viens un peu raffiner tout ça
quand il y a un besoin. Fait que c'est plus je trouve, dans mon cas, je suis un ingénieur plus de chantier, un ingénieur plus de conception. D'exécution, peut-être plus? Pas tant d'exécution au sens, j'ai jamais fait signer de plan pour des coffrages. Mais une fois que le plan est fait, t'es plus je suis capable à l'aspect de l'interpréter. Je pense que ce qu'on apprend en génie, quand tu n'as pas fait de maîtrise puis de doctorat ou quand tu n'as pas approfondi le génie, tu as appris à apprendre, tu as appris à avoir une flexibilité d'esprit qui te permet de remettre en question avec peut-être un peu plus d'assurance ce qu'on te présente. Donc, de remettre en question un plan puis de dire, on pourrait le faire autrement puis ça donnerait un meilleur résultat ou en tout cas, ou le même résultat. Je pense que c'est ça que tu apprends. Moi, c'est ce que quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de clés en main. Donc, je me suis fait proposer des plans d'ingénierie, des plans d'architecture, des plans de génie civil, des plans de structure. Puis, j'étais capable de discuter avec tout ce beau monde-là pour les mettre ensemble. Parce que pendant longtemps, avant le BIM, puis avant tout ce qui était... il y avait très peu d'ingénieurs ou de professionnels qui s'occupaient de mettre tout ce beau monde-là ensemble. De coordonner tout ça. Tout était en silo. Il y avait beaucoup de problèmes de coordination. Puis, je pense que moi, j'ai vu l'intérêt. C'est ce qui m'a intéressé d'abord, de prendre ce qu'on me proposait puis de faire mieux. Donc, d'améliorer. Fait que le clé en main, ça a été quelque chose qui a été... moi, ça m'a montré que mon côté créatif pouvait être assouvi dans la construction. Si j'avais été très encadré dans des projets tels que plan et devis, puis que, c'est comme ça, puis le mur, c'est comme ça, peut-être que j'aurais pas vu ça aussi vite. Le clé en main, t'as une performance. Make it happen. C'est ça le... Exact. C'est t'apprends... Moi, je trouve le clé en main, la beauté de ça... Puis, il y en a qui vont le voir comme un côté du côté des avantages, mais moi, ce que j'aime beaucoup de ça, c'est t'as les balises sur lesquelles on doit travailler, mais par la suite, t'as comme un aspect créatif, l'aspect, puis des options que tu as un choix à faire qui va influencer. Puis, je trouve l'apprentissage d'un clé en main, j'ai eu la chance de le faire quand j'ai travaillé chez AMD, de clé en main qu'on partait avec des plans d'ingénieurs. J'aime jamais dire ça, mais des fois, il y a des plans d'ingénieurs qui restaient plus grand-chose. Mais, il fallait l'analyser. Parce que souvent, on dit « Ah ouais, les plans d'ingénieurs, ils sont pas corrects. » Non, mais moi, je le vois de l'autre façon. Ils sont pas corrects, fait que c'est intéressant parce que ça te donne une option de moins. Tu l'as vu, cette option-là. C'est peut-être pas celle-là qui aurait dû aller. Aujourd'hui, avec la coordination, les réunions de chantier, c'est un clé en main que je trouve qui évolue plus facilement, puis ça donne encore plus d'options. Mais côté apprentissage, t'avais quel âge dans ce temps-là? 25 ans, peut-être? Moi, ça, début vingtaine. Là, ça... D'apprendre comme ça, avec tout côté connaissances que tu voulais c'était une époque où est-ce que une scène, c'est une scène. C'est encore vrai aujourd'hui, mais encore plus aujourd'hui. Mais ça pouvait vouloir dire un projet non rentable, là, d'oublier les accessoires de toilette dans ta soumission. Là, tu pouvais comme... tu ne pouvais pas te reprendre. Tout était très, très serré. Fait que par la force des choses, ça te forçait la contrainte, c'est un moteur de la créativité, puis c'est sûr que ça a joué un rôle chez moi parce qu'on le demandait, parce que quand tu avais une idée, c'était payant tout de suite. Fait que la gratification était tout de suite là. Puis tu te rendais compte aussi que c'était un monde de communication. Je veux dire, quand tu regardes un projet de construction, c'est un prototype à chaque fois. Il n'y a pas ça. À part quelques maisons préfabriquées, là. Je veux dire, faire un projet de construction, c'est un prototype à chaque fois. Puis c'est jamais les mêmes équipes. Donc, tu ramasses sur un prototype des gens qui se connaissent pas, puis tu les embarques, puis tu dis « Ah ouais, fais-moi ça vite, le moins cher possible. » C'est quand même assez challengeant, un projet de construction. Et donc, dès que tu avais un peu, puis ça a été mon cas, dès que
j'ai été capable de comprendre le rôle de chacun, de bien écouter et de bien lire donc les performances demandées, parce que ça aussi c'est important. Est-ce que les performances sont claires? Est-ce que tout le monde a bien compris la performance? Là, soudainement, le leadership que ça demande, ben, il est mis en valeur parce que tout le monde est dans son silo en train de dessiner son truc, ben, ou vouloir l'exécuter le plus vite possible puis s'en aller. Alors que toi, il faut que tu mettes tout ce beau monde-là ensemble. Fait que tu as une valeur ajoutée. Puis ça a été mon apprentissage. C'est comme ça que j'ai appris, moi, ce métier-là du monde de la construction. C'est en voyant la plus-value de s'intéresser à ce que tout le monde fait, être un entrepreneur général, puis pas dire, ben moi, l'électricité, je ne connais pas ça, je m'en occupe pas, puis mets-moi 14 panneaux, si tu veux, puis non, je posais la question, pourquoi il y en a tant que ça, puis pourquoi on pourrait pas le faire autrement, puis là, tu te fais expliquer pourquoi, puis là, tranquillement, t'apprends, puis la fois d'après, ben tu es capable tout de suite de dire, ben là, on pourrait faire ça comme ça, qu'est-ce que tu en penses, puis là, tout d'un coup, tu challenges les autres à être plus créatifs, puis tu arrives à un résultat bien meilleur. Le travail d'équipe, c'est aussi ça, moi, qui m'a attiré dans la gestion de projet. T'es en gang, t'es pas dans ton coin. Autant je suis impressionné des fois des gens qui ont cette capacité de passer des heures et des heures dans leur petit univers. Je regarde là comme si c'était un papier. Oh, non, je regarde l'écran là aussi, à la limite, c'est ça. Mais moi, je suis plus quelqu'un qui... un gars d'équipe, là. Qui aime mettre les gens aux bons endroits dans une équipe, puis mettre les plus forts dans leur force, puis de les faire travailler de manière harmonieuse pour que ça fonctionne, ça se donne un résultat optimal. Fait que ça c'est le fun, ça, c'est stimulant. Puis la construction, c'est ça. Avoir le plus beau prototype final. Ouais, puis ce que j'aime des entrepreneurs en construction, c'est j'aime voir l'évolution des gens au niveau de la conception, puis au niveau de comment que les bâtiments évoluent d'année en année. Je vais avoir l'opportunité de rencontrer Francis Charon de MD Bâtimo, qui a commencé avec les premières garderies. Puis tu sais, c'est un peu ce volet-là, tu sais, de voir comment, avec la technologie, chacune des conceptions a évolué dans le temps, puis de voir que les connaissances d'un individu à intégrer ça, ben ça fait un meilleur projet. Tu sais, quand je travaillais comme ingénieur, on voyait ces différentes évolutions-là quand on retravaillait avec une même équipe ou équipe très similaire qui me disait « Ouais, tu te souviens, ce job, on l'a fait de telle façon, puis ça nous a permis de sauver tant de temps ou tant d'argent, ou ça a fini que la finition était plus jolie, qui nous a permis d'avoir un plus beau projet, plus confortable. » Puis là, tu regardes ça, tu dis « Wow, OK, c'est intéressant de voir. » Puis on a de tout là, en construction. Là, on en a vu. Il y en a que j'appelle des exécutants. C'est ça, c'est le plan, je te l'exécute comme ça. Mais moi, je trouve que c'est un peu dans ton cheminement qui a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui. Puis même encore aujourd'hui, t'appliques ça, là, Benoît, là, Oui, bien, naturellement, parce que c'est ce que j'ai... C'est dans l'élément où je baigne depuis toujours, tu sais. Puis quand tu regardes la construction, si tu commences à la base, quand tu sais la qualité des matériaux, quand tu connais la complexité de les assembler, toutes les combinaisons pour optimiser ça ça peut être étourdissant à un moment donné quand tu prends un projet, un petit et un grand projet, c'est la même complexité. Ouais. Je dirais la grande différence pour l'avoir vécu, c'est qu'à un moment donné, il y a une différence entre 5 travailleurs sur un chantier puis 2000.
Le 2000, c'est pas vrai que c'est comme 2. Ça rajoute des aspects, mais tu te rends vite compte qu'à un moment donné, la complexité, tu dois la ramener à quelque chose de gérable, puis tu y arrives. Il faut respecter ça aussi, que c'est, oui, des matériaux, oui, des trucs usinés qui sont formatés, mais il y a encore beaucoup d'êtres humains là-dedans. Puis l'être humain, ben, il est loin d'être parfait. Même quelqu'un qui a énormément d'expérience, il va faire des erreurs, tout ça. Puis comment tu fais pour cadrer ça, pour que ça soit acceptable, les erreurs qui sont inévitables? Ben, c'est ça le défi. Puis c'est pour ça qu'il y a encore du monde. C'est pas encore des robots, là. Mais il n'est pas dit qu'un jour, ça arrive pas. Ben, on va le voir évoluer. Je parlais avec un architecte la semaine dernière, puis on parlait justement du volet automatisation, tu sais, puis moi, je demandais, tu sais, est-ce que, avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, est-ce que le volet architecte, ingénieur, tu sais, je regarde avec Revit, puis toutes les fonctionnalités, tu sais, qu'on utilise aujourd'hui dans le milieu de la construction à 2-3%, puis le logiciel est tellement puissant. Est-ce que tu sais, je posais la question, est-ce qu'un architecte et un ingénieur vont avoir encore sa place? Puis il me dit, Bruno, oui, il y a l'exécution des plans, mais tout le volet raisonnement en arrière de ça, le volet créatif, s'il n'y a pas un humain qui génère ça, l'ordinateur sera prêt à te donner ton créatif. Fait que tout ce volet-là va être encore là. Puis oui, il y a encore bien des technologies qui va avoir de l'humain, puis c'est bien de même. L'intelligence artificielle, c'est très, très stimulant et très intéressant. Je pense que ça va prendre effectivement du temps à ce que la machine soit capable de raisonner pour améliorer quelque chose. Puis je pense qu'il y a toujours de la place, l'ambition de rendre meilleur, d'améliorer. Je ne sais pas si une machine est proche de le faire. Je pense qu'elle est capable d'optimiser des choses connues, d'amener ça à un point d'exécution presque parfait. Mais un coup que ça c'est fait, est-ce que c'est capable de déchirer ça puis de recommencer pour que ça soit mieux? Il y a comme juste l'être humain, je pense, qui est capable de le faire, puis d'avoir envie de le faire, puis d'avoir l'intuition quelque part, bonne ou mauvaise. Des fois, les plus grandes créations viennent d'erreurs. On ne peut pas demander à une machine d'être parfaite, puis en même temps, de demander de faire des erreurs pour pouvoir se rapprocher de l'être humain, puis d'être créatif. Il y a quelque chose là qui est encore en devenir, disons. Oui, bien, je me souviendrai tout le temps de l'histoire, tu sais, les fameux parements métalliques qui viennent rouiller avec le temps. Corten, ouais. Moi, je me souviens plus exactement du temps. Aujourd'hui, c'est comme une technologie contrôlée, mais je me souviens, les premières fois qu'on a vu ça, c'était une erreur, là. Tu sais, la personne a livré ça, ils l'ont installé, puis ils ont oublié de traiter le métal pour pas qu'il rouille. Puis ça a fait que ça... Puis aujourd'hui, les architectes, je dis pas qu'ils l'installent de tous les projets, mais c'est beaucoup plus visible comme technologie. Puis, mais tout ça part d'une erreur qu'il y a eu. Non, puis avoir envie d'avoir de l'acier rouillé, ça part aussi de tout un courant de montrer les entrailles d'un bâtiment, puis de montrer l'acier. Puis donc, il y a plein de choses qui deviennent un peu des hasards. Des fois malheureux, mais des fois heureux, qu'on a envie de reproduire. Puis c'est là qu'on met des machines pour pouvoir reproduire l'erreur. Mais la créer, je ne sais pas. Mais non, pour moi, c'est le monde de la construction, ça répond aux besoins non seulement créatifs, mais ça de tous les usages de l'être humain. Donc, forcément, quand il y a un désir de faire quelque chose, ben
de transmettre ce désir-là en réalité, puis traverser toutes les étapes que ça prend pour y arriver, mais c'est énormément d'informations, énormément de connaissances, énormément de techniques. Puis moi, je me suis toujours positionné assez rapidement, comme un peu plus chef d'orchestre que celui qui va avoir la maîtrise. Je suis plus un chef d'orchestre qu'un premier violon. Tu préfères connaître plus un généraliste dans toutes les disciplines qu'un spécialiste dans une seule? Mais ça s'est fait comme ça. Puis c'est pas que je le savais moi au début. C'est facile de le dire maintenant à 54 ans. Ouais. C'était ça mon thinking. Oui, en partant, je le savais. Mais force est d'admettre que c'est comme ça que mon chemin s'est fait. Puis probablement parce que ça venait assouvir le côté créatif et cartésien aussi que ça prend pour pouvoir jouer là-dedans. Fait que j'ai un peu ces deux volets-là que longtemps j'ai cru qu'ils étaient opposés, mais non, ils travaillent ensemble. Quand le focus est à bonne place, ils travaillent bien ensemble. Quand le focus n'est pas à bonne place, mais ils s'opposent. Fait que je le sais maintenant plus. Après cet entrepreneur-là, Benoît, là, je sais que tu as comme navigué 2-3 entrepreneurs, puis tu as fini. Eh bien, tu as fini. Tu as été chez Acorn. Acorn, 10 ans de temps, 9 ans de... En fait, ce qui est arrivé, c'est que l'entrepreneur qui m'employait, mon premier employeur, il a dû fermer ses portes. Et lui s'est retrouvé chez Axar. OK. Et je suis allé le rejoindre chez Axar. Encore des plus gros projets clés en main. Et avant d'arriver chez Segerco, qui a été acheté ensuite par Econ. Donc, il y a des choix que j'ai faits par nécessité. Il y a des choix qui se sont imposés à moi. Je suis resté dans la même chaise, mais j'ai changé de carte d'affaires. Ouais. Il change le nom. Il change le nom. Donc, ce qui est arrivé, moi, au fil de ma carrière, puis encore une fois, ça serait facile de dire que mon chemin, je l'avais tracé moi-même. Il était tracé, non, parfait. C'est pas vrai. Mais j'ai eu la chance de toujours être dans des entreprises qui avaient cette philosophie de clé en main, de remettre en question les concepts, de toujours essayer de se différencier, d'avoir la place pour le faire, puis de faire de plus en plus de gros projets, éventuellement aller à l'international. Donc, de vraiment faire le tour de tout ce qui est la construction sur toutes sortes de formats et d'aspects. Fait que donc, après Axar, j'ai eu un poste comme chef estimateur chez Construction Fitzpatrick. Et j'ai été là 3 ans et demi, 4 ans. Puis j'ai décidé de faire le saut chez Segerco. Segerco était à l'époque avec comment ils s'appelaient eux autres, Bristol Myers, pas Bristol Myers, mais j'ai oublié, le nom va m'en revenir. Il y avait très peu d'entrepreneurs qui faisaient de la gestion de construction à l'époque. Dans les années 90, ça commençait, la gestion de construction, beaucoup dans le pharmaceutique. À l'époque, le pharmaceutique au Québec, c'était très fort. Il y avait des crédits d'impôt qui faisaient en sorte que ça roulait dans tout l'ouest de l'île, les Merck Frost, j'oublie les noms. En tout cas, il y en avait vraiment toute une gang, mais... Et donc, je trouvais intéressant. Puis eux cherchaient quelqu'un qui était capable d'être compétitif sur le marché, de les aider à être compétitifs tout en pouvant continuer leur gestion de construction. Fait que je suis arrivé à un bon moment. Ça a été une très, très belle expérience. Je dirais que c'est par là que ma carrière s'est vraiment lancée parce que on m'a fait confiance pour vraiment développer ma clientèle. Donc, j'étais le premier à m'asseoir avec les clients.
Ce que je faisais beaucoup moins avant. Avant, j'étais plus... on me mettait plus dans le bureau avec les projets, supporter le projet. Mais là, tout d'un coup, on me disait, ben, quand Benoît, tel client, va le rencontrer, puis développe le projet avec eux autres. Donc, c'est là que j'ai... Très gratifiant, ça. Parce oui, que mais comme les... Ben, en quelque sorte, tu deviens celui qui est tu deviens responsable du projet réellement parce que le client, lui, il a son idée de ce qu'il veut, mais il n'a pas nécessairement toutes les clés pour y arriver. Toi, tu l'aides à créer son projet. Puis moi, ben, ce qui était très, très stimulant, j'ai toujours été comme ça, puis là, tu parlais d'intrapreneur, ben moi, je me suis toujours approprié les projets comme si c'était les miens. Donc, ça a toujours été très important, puis très, je veux pas dire personnel, mais quelque part, oui, que le projet se réalise dans les budgets, puis que ça soit un succès, puis que ça soit sharp, que ça soit un beau projet, puis que tout le monde soit fier. Puis je pense que ça devait se sentir auprès des clients parce qu'ils en redemandaient. Puis c'est pour ça que je dis que ma carrière s'est un peu lancée là, parce qu'on m'a donné l'opportunité de le faire. Puis c'est pas quelque chose que je savais nécessairement que j'allais aimer ou non, quand t'es pas mis en situation comme ça. Puis c'est à partir de là que, bon, là, les projets se sont plus dessinés. Ils se sont enfilés, mais j'étais plus vraiment dans la conception, construction assistée, engager les professionnels, architectes, ingénieurs de différentes spécialités, les études de faisabilité, constructibilité, etc., avant d'arriver à faire la construction. Donc, toute la pré-construction, tout le volet pré-construction. Donc, construire avant de construire. Ça a été très, très formateur. Puis ça a été ça que j'ai fait pendant longtemps. Et quand Aecon, qui est une compagnie de Toronto, qui cherchait à s'établir au niveau du bâtiment au Québec, ils ont acheté le volet bâtiment de Cegerco de Montréal. Donc, toute l'équipe s'est retrouvée, ben, c'est ça, on est resté dans la même chaise, mais on a changé de carte d'affaires. Et c'est comme ça que j'ai continué. Là, à ce moment-là, j'ai été nommé directeur général adjoint. Puis assez rapidement, je me suis occupé de ce partenariat assez exceptionnel avec SNC-Lavalin pour bâtir la salle symphonique. Et à ce moment-là, quand on a déposé l'offre, j'étais encore chez Aecon. Puis Aecon était en train de se remettre en question par rapport à leur division bâtiment. Ils préféraient... C'est une entreprise de génie civil au départ. Et j'ai eu l'opportunité d'aller continuer le projet chez SNC. SNC a décroché le contrat. J'ai fait le saut chez SNC-Lavalin avec d'autres personnes de Aecon. Puis on a exécuté le projet. Puis à ce jour, c'est un de tes plus beaux, hein? C'est peut-être celui qui est le plus près de mon cœur parce que j'ai été celui qui a négocié pour Aecon avec SNC-Lavalin face au gouvernement. J'étais impliqué dans toutes les étapes de ce projet-là. Puis, émotivement, bon, c'est un amphithéâtre magnifique. Puis, je suis un amoureux de la musique, des arts. Alors, c'est encore plus stimulant qu'un bloc de condo. Pas que c'est pas stimulant un bloc de condo, mais un objet, c'est un instrument de musique. Ce bâtiment-là. Donc, c'est une immense caisse de résonance qui est modulée selon comment on installe les panneaux, les rideaux, donc, c'est un instrument de musique en soi. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. On peut être très, très fier de cette salle-là, puis d'avoir contribué à ce que ça fonctionne, puis que ça soit un succès. Pour moi, à ce jour, c'est peut-être celui que je place en haut, là, dans les tops, pour plein de raisons. Oui, bien, tu sais, le fait que tu l'aies commencé en pré-construction avec
on veut un amphithéâtre. On veut un amphithéâtre. Oui, je fais ça comme si ça tenait sur une feuille de papier. Ouais, c'est ça. Benoît, c'est ce qu'on veut, mais ça devait être plus un méga cartable. Oui, les contrats de PPP à l'époque, j'en avais pas lu tant que ça. Puis ça a été vraiment une expérience. Je me rappelle des fins de semaine, le soir, dans mon lit avec ça, puis à régler, puis de classer ça par priorité pour mitiger les risques, puis savoir où étaient les... c'est un outil très, très spécialisé. L'acoustique, l'acoustique, autant c'est une science, autant c'est de l'artisanat. C'est de l'art, là. Évaluer la performance d'une salle, fallait voir le responsable qui s'occupait de l'acoustique. C'était ses oreilles, là. Tu peux pas mettre ça dans un devis, ça, les oreilles d'un ancien chef d'orchestre. C'était très intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris. Il y a eu d'autres projets qui sont dans mes dans mes plus beaux, pour toutes sortes de raisons, qui ne sont pas nécessairement tous des succès, mais pour lesquels j'ai énormément appris. Et je pense que c'est ça la clé. Si j'ai à nommer des projets importants, c'est des projets où j'ai appris, où est-ce que j'ai eu un lien émotif plus que la machine à saucisses. Ouais, non. Puis, tu sais, ce projet-là, c'est échelonné sur combien de temps? Mais en fait, la période de proposition a duré 1 an. Donc, on travaillait toute la proposition pendant 1 an. Puis ça a duré 2 ans et demi environ, là, la construction, là, entre le moment où est-ce que ça a été signé puis l'exécution. Puis c'était une équipe pas mal exclusivement d'anciens décons qui a monté ça. Des gens pour qui j'ai énormément d'affection parce que eux aussi, je pense, ont embarqué dans ce truc-là. C'est pas une construction standard. Ben non. Il n'y a pas de... Tu ne fais pas dire, bon, j'en ai coulé plein de dalles comme ça, ou j'ai fait plein de joints acoustiques, ou j'ai fait des plénums acoustiques, puis j'ai fait des trucs construits, squeezés entre le métro de Montréal, un stationnement existant, le poste de police, la place des Arts, en plein centre-ville. Personne ne pouvait lever la main et dire, oh, j'en ai fait 3. Oui, ça... T'as-tu pensé à ça? C'est un peu de... Moi, ce que j'aimais ce que j'aime de ces projets-là, c'est tout le volet apprentissage, un peu... on a comme un certain lustre pour faire de l'essai-erreur. J'aime jamais utiliser ça comme professionnel, mais j'ai eu l'opportunité de faire de la Clé des Champs, l'usine de la Clé des Champs. Pas un énorme bâtiment, 25 000 pieds carrés, mais lead or, un puits canadien. J'ai fait la cliente, là, Marie, qui était une femme exceptionnelle, puis elle m'a dit, tu sais, essaie des choses chez nous, j'aimerais ça. Ah ouais, mais là, ça coûte des sous. Ouais, je suis conscient. Il y a des affaires qui vont marcher, des affaires qui ne marcheront pas bien. Mais tu sais, ce projet-là, encore aujourd'hui, quand je passe en vélo sur le petit train du Nord, j'aime tout arrêter. À Val-David, je prends tout un petit détour. Je vais jeter un coup d'œil sur le bâtiment. Puis je dis, wow, OK, il y a bien évolué. Mais tu parles de lead art, puis toutes ces réglementations-là aussi amènent des contraintes qui te forcent à te dépasser puis à te creuser la tête. Quand un des clients avec qui je travaillais beaucoup, c'est Technopole Angus, puis à un moment donné, ils ont voulu faire un bâtiment lead platine, puis ça amène des contraintes incroyables, puis tu dois travailler avec tous les professionnels, puis toujours essayer de dépasser l'idée reçue, parce que ça serait facile de dire, ben non, ça se fait de même, puis ça se fait de même, puis ça se fait pas. Puis non, pourquoi ça se fait pas? Ben, on l'a jamais fait comme ça. OK, intéressant, mais... Parfait, bonne réponse, oui. Mais what's next? Oui, c'est ça. Donc, c'est pas que c'est impossible, c'est que
on connaît pas ça, mais on pourrait peut-être le voir d'une manière différente. Fait que ça te force à te dépasser, puis c'est ça qui est stimulant quand tu as réussi à dépasser tes contraintes, dépasser tes peurs, puis ben d'y arriver. Fait que ça, pour moi, c'est des beaux projets. Puis je me rends compte que j'ai travaillé pour des entreprises aussi qui n'avaient pas peur de faire des projets plus complexes. Ouais, donc, de prendre des risques. Là. De prendre des risques en ce sens que de voir qu'ils ont une plus-value dans un projet complexe. Que ça soit de démolir partiellement un édifice pour reconstruire en plein milieu du centre-ville. Ça reste que ça se fait. Plein de gens l'ont fait, mais quand tu es confronté à le faire, puis à te dire, bon, OK, comment on va le faire? C'est pas évident. Travailler comment tu mets tout le monde ensemble. Un entrepreneur général, c'est 10% des forces d'un projet. Le 90%, c'est des fournisseurs. Bien t'entourer des fournisseurs, bien t'entourer des bons fournisseurs, ceux avec qui tu peux avoir une relation de confiance, puis qu'ils vont te supporter, puis que tu vas être capable de traverser tous les problèmes inévitables que tu vas rencontrer. Fait que ça aussi, ça fait partie de la complexité. C'est des êtres humains. Comment tu fais pour mettre tout ce beau monde-là ensemble, avoir des contrats qui se tiennent, que tu pars d'un contrat où est-ce qu'on dit tu as tous les risques, puis que tu ne peux pas rien dire. Tu peux pas dire, lui, je le prends pas. Non, ça fait partie. Pas, c'est ça le contrat. Bon. Puis de te revirer avec tes fournisseurs qui n'ont pas la même réalité que toi, nécessairement, puis de dire, tu vas prendre le risque aussi, puis comment on va attacher ça, puis de bien comprendre qu'il faut que tout le monde soit heureux à la fin, là. C'est une gageure, tu sais, c'est comme un mariage, hein? C'est pour le meilleur, pas pour le pire. Non, c'est ça. Puis, sauf que, tu sais, tout ce thinking-là, ça me fait réfléchir à si on veut évoluer comme société, comme humain, il n'y a jamais personne qui vont évoluer comme société à répéter tout le temps la même affaire sans prendre de risque de le changer ou d'appliquer des modifications qui vont faire que ça va être une meilleure. Puis là, on parle de la construction, mais c'est peu importe le domaine. Si aujourd'hui, le premier médecin, il n'y en a pas un qui aurait dit moi, je suis le meilleur chirurgien, mais pour pouvoir faire plus d'opérations, je vais opérer à partir d'un robot. Puis comme ça, quand je finis cette opération-là, je peux me retourner avec le même appareil puis opérer quelqu'un d'autre à travers le monde qui va avoir une des meilleures opérations au monde. Mais tu sais, cette personne-là qui a dit « je vais prendre le risque avec le robot de le faire », aujourd'hui, on n'en serait pas là. Tu sais, on n'aurait pas la qualité de médecine qu'on a aujourd'hui. Puis tu sais, je le vois un peu la même chose, Benoît, avec les bâtiments. Si on prend pas de risques, puis là, je dis pas des risques non calculés, mais si on prend pas de risques, on va avoir des boîtes à beurre. Mais je pense que, tu sais, bon, on parlait d'architecture au début, donc de prendre le risque que c'est un investissement à l'architecture, puis de faire des trucs qui sont contre-intuitifs en termes de coût. C'est déjà prendre un risque. Ça part du propriétaire souvent ou des investisseurs, mais si on parle de méthode d'exécution, je pense que la technologie nous permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin. Je pense que la technologie, si on regarde l'industrie aérospatiale, les avions, comment ils sont conçus, c'est préfabriqué partout dans le monde, assemblé par petits bouts, puis ça finit que ça vole dans le ciel. Alors, je pense que cette technologie-là qui a permis à l'aéronautique d'atteindre des niveaux vraiment exceptionnels de qualité, maintenant, la technologie est capable d'absorber la quantité phénoménale de pièces qu'il y a dans un bâtiment. Je veux dire, quand tu construis un édifice en nombre de pièces, c'est 100 fois plus qu'un avion en termes de nombre de pièces. Pour qu'un
qu'une machine soit capable de processer en bon français tout ça, ben, ça prend une puissance de calcul assez incroyable. Ça date pas d'hier que les ordinateurs arrivent à avoir une puissance de calcul, mais c'est récent là, que les bâtiments sont capables d'être crunchés dans un monde virtuel où est-ce que tu peux construire, vraiment mesurer tous les risques de ta construction puis pouvoir l'exécuter après. Fait que je pense que ça, il y a toujours ces early adapters qui vont prendre la technologie puis ils vont la pousser un peu plus, puis ils vont faire des essais, puis ils vont avoir des succès, puis moins des fois, puis il va toujours avoir le mode plus traditionnel. Puis ça fait une richesse à un moment donné qui... tu sais, il y a des trucs, je pense que... C'est intéressant quand tu regardes les voix synthétiques puis que tu vois que, bon, l'ordinateur peut maintenant reproduire un instrument de musique, créer une symphonie. Ben, l'imperfection humaine, elle a son importance aussi. Alors, il faut que tu programmes l'imperfection dans la machine pour arriver à quelque chose des fois d'un peu plus intéressant. Dans l'architecture, c'est la même chose. Si on pense à toutes les moulures faites par des plâtriers, c'est des métiers qui disparaissent. Mais un coup de palette un peu approximatif a tout son charme dans une finition architecturale. Est-ce que tu peux enseigner ça à une machine de rater son petit coup de palette? Il va le rater toujours à la même place. Ça va devenir... Il va être pareil. Ça va devenir un pattern. Ça va devenir un pattern. Alors, c'est des questions, moi, que je trouve intéressantes. Puis je préfère... Je pense que c'est ça. C'est plein d'exploration, plein d'expérimentation. Il faut être disponible. Puis à un moment donné, il faut prendre une décision. On y va dessus, on y va pas. Fait que je pense que c'est ça, la clé. Ça prend un être humain, quelque part, pour... On le fait dessus, on le fait pas. Ouais. Je viens d'avoir l'heure, Benoît. Je te l'avais dit que ça allait passer, j'ai pas atteint encore. On va prendre une petite pause pour nos auditeurs. Ben, on va se voir la semaine prochaine. Fait que merci beaucoup, Benoît, pour cet épisode-là. Je veux remercier mon équipe de marketing chez La Joie. Antonella, Diane, Mylène, merci beaucoup, mesdames. Grâce à vous, on est parti sur ces plateformes. Et puis, vous me donnez un coup de main, vous ne savez pas comment. Nick, Fred, Pierre, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. J'ai encore une fois, j'apprécie énormément faire le podcast. Nicole à la console, le Studio SF, encore une fois, un accueil exceptionnel. Puis merci beaucoup d'avoir refait la déco du studio. Puis Benoît, encore une fois, un gros merci. Merci beaucoup. Pour cette semaine. Pour les auditeurs, ben, ça se termine ici cette semaine. On se revoit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue avec Benoît Lawler de Galion. Merci, puis à la semaine prochaine.